À aucun moment, je m'étais dit que peut-être que nos sociétés, elles sont pas faites pour durer ou potentiellement elles sont armées pour les défis qui arrivent. Je partais du postulat que ouais, ça va être terrible et nos sociétés, vraiment, elles vont prendre cher. Mais il y a rien qui dit que nos sociétés sont vraiment capables d'y résister. Donc ça a vraiment été une baffe. Voilà. Ouah, ce clap de qualité. Après l'effondrement. Sous ce pseudo un peu terrifiant, se cache en réalité Camille, qui co-réalise des vidéos et des contenus vulgarisés sur l'écologie, les enjeux climatiques ou la sobriété, que vous avez peut-être croisé sur Instagram ou Twitter. Camille n'hésite pas à prendre position sur les réseaux sociaux, et j'ai voulu discuter avec lui de l'engagement politique et social très souvent associé à la sensibilisation sur l'écologie. Je vous laisse découvrir notre discussion et me dire en commentaire qui vous voudriez voir dans la prochaine interview. Pourquoi le nom après l'effondrement? Pour faire peur, peut-être. Alors moi, j'étais déjà dans des associations qui font un peu de l'éducation populaire avant de me lancer dans la vulgarisation sur les thématiques d'écologie. Je m'étais intéressé aux écrits effondristes. C'était il y a quelques années. Quand je parlais à mon entourage des personnes qui étaient tombées un petit peu dans ces milieux-là, il y avait ce manque de traitement de c'est quoi en fait, si jamais le pire arrivait, à quoi elle ressemblerait une société après un effondrement. Et du coup, c'était plutôt le nom de la série qu'on voulait proposer, qu'on n'a pas terminé d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est resté. Alors ça fait un peu peur quand les gens ils me suivent sur les réseaux, mais moi je l'aime bien. Et puis en plus, le fait que les gens suivent ce que je fais, alors que le nom, je trouve, rameute pas beaucoup de monde ou fait plutôt peur, je me dis finalement ils vont au-delà de la crainte un petit peu du nom, quoi. En vrai, si on écoute un peu ce que tu fais, peut-être que ce serait avant l'effondrement le bon terme. Ouais, j'ai déjà pensé à me dire qu'une fois qu'on aurait fini cette série, d'après l'effondrement, de traiter qu'est-ce que pourrait être une société qui s'est effondrée, de changer le nom pour, avant l'effondrement, en fait, faire une sorte de clôture finale en disant, maintenant qu'on a vu à quoi ça peut ressembler, comment est-ce qu'on évite le tout. Après avoir, les gens ont identifié quand même pas mal le nom, donc pour le moment, je l'aime bien. Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours vers la vulgarisation de l'écologie? C'est pas quelque chose qui était de base un truc que tu voulais faire dans la vie? Alors, en fait, j'ai eu deux déclics. Moi, j'ai grandi dans un petit village dans les Alpes, et où donc je suis né début avril, et un jour, le jour de mon anniversaire, c'était à 6-7 ans, je regardais un petit peu le paysage de mon village, et je me disais, putain, mais il n'y a pas d'enneigement du tout. C'est curieux, j'étais persuadé que quand j'étais petit, à mon anniversaire, on faisait de la luge et tout. Et je me rappelle, ma famille me disait, non, quand même pas à cette période, début avril, il n'y a pas de neige, quoi. Et en cherchant dans les albums de famille, si, je faisais de la luge quand j'étais petit à cette période. Et ça, c'était mon premier déclic écolo. C'était vraiment une grosse claque pour moi de me dire que déjà, il y avait une sorte d'amnésie et apathie, que j'aurais pu en plus oublier ça, et qu'en plus, c'est quelque chose que les gens ne perçoivent pas, c'est qu'on est en train de perdre le monde dans lequel on vit. C'est une bifurcation qui est pas assez faite, on n'essaye pas d'éviter un accident. Il y a un accident qui a lieu, et l'idée, c'est que cet accident se finisse le moins mal possible. Et le fait de réaliser ça, ça fout une claque, parce qu'en fait, ça casse une sorte d'optimisme qu'on pouvait avoir. Donc déjà, c'était ma première claque, et j'ai commencé à m'intéresser au sujet écolo, mais je continue à vouloir passer mes concours, à travailler pour des collectivités. Et petit à petit, en fait, le fait de m'auto-former, en tout cas, d'être très autodidacte, de lire beaucoup, de creuser des études et tout, ça m'a vraiment fait choquer en disant, mais je dois vraiment me consacrer à fond, c'est-à-dire dans mon boulot, dans ma vie perso, dans de la sensibilisation à cette thématique, parce qu'en fait, je ne me vois pas faire autre chose qu'essayer de mettre le plus d'énergie possible sur cette thématique. Donc ça m'a fait un petit peu bifurquer. J'étais déjà dans de l'associatif, sur de la communication, sur de la vulgarisation, mais pas sur YouTube. Et j'ai un peu bifurqué. J'ai fait de la médiation scientifique pour un institut public. Et c'est au même moment où je me suis lancé sur YouTube, etc. Et donc là, ça m'a fait un petit peu changer de voie et me dire tous les jours que j'avais vraiment envie de me confronter, de me consacrer à ça. Puis voilà, je rencontre beaucoup de personnes qui ont un mal-être aussi dans leur travail, de se dire c'est une thématique qui m'importe, mais moi, soit mon boulot ne traite pas ça, soit il va à l'encontre de ça. Et
Et je voyais le mal-être de ces personnes et je voulais pas du tout le vivre. Enfin, pour moi, mais c'est très dur à faire. Hein. Enfin, faut avoir c'est un luxe quand même. Ouais. Pourquoi avoir choisi YouTube et le format vidéo en fait? Parce qu'en fait, moi, les personnes que je suivais qui me sensibilisaient sur des thématiques quand j'avais besoin de rechercher un petit peu de l'information, c'était sur ce format qu'ils le faisaient. C'est toi, c'est Le Réveilleur, c'est Stupide Economics, c'est les formats qui, pour moi, me parlaient. Et donc, YouTube, moi, je suis allé dessus parce que ça me semblait évident par rapport à comment moi, je me renseignais. Et au fur et à mesure du temps, moi, j'avais créé d'autres réseaux sociaux, mais juste en guise de relais. Et Twitter, je me suis rendu compte que c'était un réseau social qui est finalement qui permet beaucoup de discussions. Et ça a permis d'échanger directement avec les gens, d'avoir un dialogue, etc. Moi, j'ai pu trouver ça sur Twitter. J'ai pu trouver de la confrontation aussi d'idées, etc. Donc, je me suis dit, mais en fait, il y a une autre ligne éditoriale qui peut être portée là-dessus. Et sur Instagram, c'était pareil. J'ai longtemps hésité à multiplier les réseaux sociaux en me disant, en fait, je vais alourdir la tâche. Ça va être chronophage. Mais en fait, sur Instagram, par exemple, ce qu'on fait, c'est que la ligne éditoriale, elle est plus tournée à comment aider les gens à finalement aller vers de l'écologie un petit peu individuelle. Et en fait, le fait de choisir cette ligne éditoriale spécifiquement sur ce réseau social, ça me permet, moi, de m'alléger en me disant, j'ai pas besoin de faire une vidéo dessus, j'ai pas besoin de faire un thread Twitter dessus. En fait, le réseau social me permet de me soulager de ce que j'arrive pas à faire rentrer dans les autres cases. Donc, je multiplie les lignes éditoriales, mais en fait, ça soulage le fait que sinon, je vais vouloir faire passer une idée par un format qui est potentiellement pas adapté, quoi. Après l'effondrement, c'est un titre qui touche quand même au domaine de la collapsologie. Il y a des mouvements survivalistes, etc. qu'on retrouve sur YouTube. Comment toi, tu vas te positionner par rapport à ça ? Alors en fait, dans la collapso, dans les thèses d'effondrement, historiquement, ça a été porté notamment par l'extrême droite, dans cette idée qu'on va s'entretuer, que finalement la solution c'est le cadre familial, c'est l'écologie et le survivalisme individualiste. Et moi j'ai pas forcément créé la chaîne dans l'idée de leur répondre, mais c'est plus dans l'idée que déjà, je pense que l'intuition est mauvaise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on est dans ces situations de crise, etc., on n'est pas obligé d'appuyer sur l'accélérateur pour que tout se passe mal, en fait. Déjà, il y a cette idée d'inciter les gens, de faire comprendre, et c'était le but de la vidéo sur la violence et l'entraide, de faire comprendre que les cadres coopératifs, ils existent dans les phénomènes de crise. Si les inégalités perdurent, nos besoins de base arrivent à être majoritairement comblés, en tout cas en Occident. Mais qu'en serait-il en situation de crise? Et surtout, à quoi ressemble une société post-effondrement? Qui de la loi du plus fort ou de l'entraide parviendrait à s'imposer? Faut arrêter de romancer. En fait, il faut pas idéaliser. C'est-à-dire que quand il y a un tremblement de terre, par exemple, on n'est pas tous ensemble, bras dessus, bras dessous, à s'entraider. Il y a des phénomènes de pillage, il y a effectivement cette accentuation de violence qu'on voit plus. C'est normal, on est dans un contexte où justement on désinhibe. Et en même temps, il y a des réflexes coopératifs qui sont énormes, qu'on ne verrait pas dans des situations initiales. Et ça, j'ai toujours trouvé ça incroyable qu'on les mette de côté. Je crois que vraiment, on n'ouvrait qu'un œil sur ces problématiques. Donc l'idée, c'était de montrer en disant l'intuition est fausse. L'intuition est fausse, il y a des phénomènes d'entraide. On a une culture très hollywoodienne des crises, de l'effondrement, du fait que si demain il y a une pénurie au supermarché, je fais m'entretuer avec mon voisin. Mais le voisin pense peut-être pareil, quoi, alors que personne ne lui veut de mal. Et le fait d'un petit peu calmer tout le monde, montrer que les cadres coopératifs existent, du fait que, en plus, cette vision biaisée peut avoir des conséquences. Hein. Parce que, oui, en fait, on voit dans les phénomènes violents que les personnes s'entraident. Mais en fait, si on développe une culture dans ces moments-là, avec les crises climatiques, avec les crises énergétiques, tout le monde s'entretue, et en fait, on va accentuer les gens au moment où ça arrivera, ils seront restés dans ce fait de potentiellement, il faut que j'achète une arme, potentiellement, il faut effectivement peut-être que je tue mon voisin. Donc, c'est de montrer que non, c'est pas la nécessité, et on doit construire des cadres coopératifs qui feront que ça sera pas nécessaire. On pourra garder notre rapport de bon voisinage. Sauf si le voisin est un zombie. Peut-être là, faudra peut-être. Ouais, c'est pas des thèses d'effondrement que je traite, mais là, dans ce cas-là, j'ai pas de solution courée.
Tu as été très actif pendant la campagne présidentielle. Tu donnes de très bonnes analyses des programmes, d'un côté. Et de l'autre côté, tu as aussi pris des positions politiques assumées. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire et pourquoi sortir de la réserve qu'on voit habituellement chez les vidéastes et les vulgarisateurs ? En fait, c'est parce que pour moi, on joue collectif. C'est-à-dire, les vulgarisateurs, je me compte dans l'eau, on essaie de donner des clés de compréhension aux gens pour que ils analysent mieux le monde dans lequel on vit et on essaye. C'est tout le temps, il n'y a pas d'apolitisme dans les vidéos qui sont faites par les vulgarisateurs. Il y a tout le temps cette petite touche de sous-entendre vers quoi est-ce qu'il faudrait tendre. Et potentiellement, moi, c'est une ligne que j'avais un petit peu, l'idée de restons le plus objectif possible. Mais on a aussi besoin de ramener des gens qui sont très politisés sur ces questions d'écologie, de science. Et on a aussi besoin de politiser des personnes qui tombent que sur de l'objectivisation. C'est-à-dire que d'autres vulgarisateurs ne le feraient pas. Ou plutôt tiendraient des propos plus politisés, peut-être que je ne le ferais pas moi-même. C'est tout le temps dans cette même logique de combler une case qui n'est pas remplie. Et aussi parce que moi, ma conviction, c'est que une écologie efficace, elle est politisée. C'est les bonnes solutions écologiques. On ne peut pas véritablement les réfléchir en pensant qu'il faut totalement dépolitiser l'écologie, le voir d'un point de vue très scientifique, très technique, scientiste finalement. Alors, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Il y a des personnes qui décident de l'objectiver, mais qui sont conscientes de cette nécessité d'avoir une politisation au final. Et il y a des personnes qui refusent, considèrent que non, la politisation, elle va altérer les solutions. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Est-ce que tu vois un impact justement de ces prises de position et d'un autre côté aussi de tes vidéos ? J'ai des retours. En fait, je vois des personnes qui me disaient... En fait, j'avais une vision très technique de l'écologie et tu m'as convaincu que l'idéologie c'est pas un gros mot et qu'il y a une importance en fait à politiser le propos. Donc ça me fait très plaisir. Et de l'autre côté, des personnes qui sont très politisées de base, très souvent sur des sujets sociaux ou de l'éducation populaire, sur lesquels on arrive à les tendre et à leur montrer que les sujets écologiques en fait les concernent aussi, qu'il y a vraiment une vision intersectionnelle finalement aussi à avoir sur ça, de coupler ces deux approches. Donc j'ai des retours positifs. Après sur l'impact global, il est limité à mon échelle, quoi. Sur les sujets que tu traites, est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles à traiter que d'autres et des messages qui sont plus durs à faire passer que d'autres ? Ouais, typiquement, je crois qu'une des dernières vidéos qu'on a faites, c'est le handicap et l'écologie. Elle a été très difficile à faire passer pour deux raisons. La première, c'est que le public auquel je m'adresse, c'est souvent tourné vers des solutions qui sont très individualistes. Moi, je l'ai vu dans les commentaires de personnes qui disaient oui, mais si on commence à s'intéresser aux handicapés, moi, ça a remarqué de me dire ces réactions me prouvent que le discours il devait être porté. C'est assez difficile quand même à porter parce que je suis une personne qui est valide. Et l'autre raison, c'est toujours cette ligne de crête qui est très difficile à faire comprendre aux gens que l'écologie, c'est quelque chose de complexe. En plus, le fait que ça se mêle à des sujets sociaux, c'est très difficile de trouver c'est quoi les bonnes formules, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir, c'est très difficile. Et le fait de mettre en avant cette complexité, souvent pour les gens, ça s'apparente à ok, mais vous faites du marchand de doute, en fait, il ne faudrait rien faire parce que c'est trop compliqué. Et ouais, c'est sûrement, en plus, c'est un des sujets que j'aimerais traiter, c'est... comment est-ce qu'on dépasse la complexité écologique ? Comment est-ce qu'en fait on admet que les sujets sont difficiles à traiter, complexes, on a beaucoup d'incertitudes, et comment est-ce qu'on essaie de quand même trancher ? Quand tu dis trancher, ça veut dire quoi pour toi ? En fait, c'est de plutôt donner des clés aux personnes pour trancher. Par exemple, il n'y a pas une bonne solution écologique. On fait de l'arbitrage. C'est la voiture électrique, par exemple, c'est une super solution pour le CO2, super. C'est une solution, mais elle a des défauts, etc. Mais à des moments, il faut faire des arbitrages, on n'a pas de bonne solution toute faite, et c'est nous faire admettre ça. C'est dire, ok, il faut qu'on soit capable de voir les défauts des solutions qu'on propose, et en même temps de ne pas tomber dans le biais de la solution parfaite, faut avancer.
fait de se consacrer à ces sujets qui sont anxiogènes, voilà. Est-ce que c'est pas trop difficile? Enfin, toi, comment tu gères ça? Et est-ce que c'est plutôt un soulagement ou est-ce que c'est plutôt, au contraire, un travail de tous les jours? Moi, comme j'étais plus sensibilisé sur les questions politiques, sur les questions de lutte sociale avant de venir sur l'écologie, c'est quelque chose que j'avais déjà dit, c'est quand on est sensibilisé sur les questions de lutte sociale, on a déjà cette idée que la lutte, elle est permanente. Le combat est jamais acquis. Et sur l'écologie, du coup, en plus, le fait qu'il y a beaucoup de militants écolos qui viennent pas de ces milieux-là, il y a vraiment l'idée de on va préserver le monde, on va le changer, la victoire, on va la voir. Alors que moi, je suis vraiment arrivé avec l'idée que de toute façon, si on réussit à limiter le réchauffement climatique, la victoire, on ne la verra pas. Donc, j'avoue que j'ai jamais eu vraiment cette éco-anxiété. Plus des claques. Cette claque de quand cette petite anecdote de l'anniversaire. Et moi, je me rappelle quand j'étais tombé dans les lectures effondristes, ça m'a remis une claque. Du fait qu'à aucun moment je m'étais dit que en fait peut-être que nos sociétés elles sont pas faites pour durer ou potentiellement elles sont armées pour les défis qui arrivent. En fait je partais du postulat que ouais ça va être terrible et nos sociétés vraiment elles vont prendre cher, mais y a rien qui dit que nos sociétés sont vraiment capables d'y résister. C'est vraiment un postulat optimiste qu'on met dans nos réflexions et ça m'a remis une claque en me disant oui c'est vrai. Il n'y a rien qui dit que tout peut rester en place. Donc ça a vraiment été une baffe. Mais moi, j'ai jamais été défaitiste. Pessimiste toujours. Mais ouais, en fait, il y a des solutions, il y a des cadres à trouver, il y a des troupes à motiver. On joue collectif et encore une fois, la victoire, on la verra pas. Mais elle va être permanente, quoi. C'est quoi pour toi la suite du coup? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien développer par exemple? Ou est-ce que tu veux changer de voie? Peut-être aller sur des thématiques d'avant l'effondrement. C'est-à-dire que les personnes sont venues de base pour la série après l'effondrement qu'on a lancé, mais le Instagram, le Twitter, et puis les quelques vidéos qu'on a commencé à sortir aussi sur la chaîne, sur la ville et l'écologique, l'écologie et le handicap, c'est des réflexions qui finalement parlent de maintenant. Donc j'ai un paquet de sujets que j'aimerais traiter sur ça. Et exactement comme je disais que Instagram m'avait permis de finalement libérer des scripts que j'arrivais pas à comprendre si je pouvais en faire des threads sur Twitter ou si j'allais en faire des vidéos sur YouTube, il y a des formats où je pense que par exemple Twitch serait plus adapté. C'est un médium que j'utilise pas du tout actuellement. Pour moi, l'idée c'est de structurer un petit peu le projet. Je pense qu'on n'a pas encore bien compris quel format exactement on voulait faire. Donc pour le moment, rien n'est arrêté, mais ouais, les projets, c'est pas ce qui manque. Et personnellement, est-ce que tu te vois aller plus loin dans l'engagement politique? Est-ce que un militantisme de tous les jours, est-ce que une charge politique, c'est quelque chose que tu envisages? Alors, j'aurais pas de problème à vraiment m'engager dans un parti politique qui soutient pleinement mes idées. Pour le moment, comme beaucoup de personnes, je me retrouve pas, ou plutôt je me retrouve à la carte dans différents partis. Là, par exemple, j'ai plutôt soutenu l'Union de la gauche qui est en train de se former pour les législatives, tout en rappelant que j'ai des désaccords. Et c'est aussi ça, c'est amener des gens sur l'éducation politique en disant que oui, on peut avoir des désaccords. Et potentiellement, ouais, peut-être accentuer ce militantisme politique, mais parce qu'il y a un fait politique qui s'est passé aussi le soir du premier tour, c'est que, il y a des idées fascisantes dans le pays qui sont à un niveau qui n'a jamais été atteint. Et moi qui traite des questions d'effondrement, de futur, c'est souvent ce que je dis du coup à des personnes qui ont une vision très scientiste du truc, c'est on peut pas foutre le social de côté. C'est une société inégalitaire, c'est une société où les gens ne font pas collectif, ou ne sont pas résilients. Et effectivement, si demain, il y a des crises climatiques, des crises énergétiques, et qu'on a le super mix électrique qui permet de faire face, mais qu'il y a quand même des pénuries, qu'il y a des problèmes de sécheresse, etc. Le fait qu'on ait une société inégalitaire, qu'on n'ait pas réfléchi à ces sujets, le fait qu'on n'ait pas créé des collectifs, qu'on n'a pas créé des cadres qui permettent l'entraide, on se retrouvera dans une société qui est tout aussi peu résiliente qu'une société qui n'a pas créé son bon mix électrique, quoi. Donc pour moi, il y a ces enjeux de mêler le social et l'écologie, et pour moi, c'est le même combat.
Merci beaucoup Camille d'être venue sur ce plateau. Non mais pas du tout, on n'est pas à la télé. Eh bien, merci Camille d'avoir répondu à toutes mes questions. Et merci d'être venue jusqu'ici. Merci Léa. Abonnez-vous à la chaîne L'Effondrement aussi puisque vous êtes là. Abonnez-vous à la mienne puisque vous êtes là. Abonnez-vous à Léa Bello. Et à vous les studios.